Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de base de données avancées. Ce cours est destiné aux étudiants de Master 1, spécialité ingénierie des systèmes informatiques intelligents. Alors, nous avions abordé la première partie de ce module en présentiel, où des rappels sur les bases de données relationnelles ont été présentés. Nous avions aussi conclu avec une analyse des forces et des faiblesses du modèle relationnel. Donc, nous allons aborder un autre modèle de base de données, à savoir les bases de données à objets. Pour cela, des connaissances préalables en base de données relationnelles et en programmation orientée objet vous seront nécessaires pour l'assimilation du contenu. Bien sûr, nous savons tous que les bases de données relationnelles ont connu beaucoup de succès pour les applications de gestion, par exemple les applications de gestion commerciale, les applications de réservation, d'importantes applications dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances, etc. Cependant, et depuis déjà plusieurs années, de nouveaux besoins ou bien de nouvelles applications ont vu le jour. Par exemple, les systèmes multimédia. Donc, dans ce genre de système, on a besoin d'emmagasiner des données très diverses. Ça peut être, par exemple, des courriers, des diagrammes, des messages vocaux. Ces messages vocaux peuvent être sous plusieurs formats. Même chose pour les images, pour les vidéos. Donc, on doit pouvoir gérer une gamme de plus en plus étendue de types autres que de simples données alphanumériques proposées par le modèle relationnel. Par exemple, les systèmes de gestion de base de données relationnelles permettent de créer des données pour stocker des noms, des adresses, des dates, des prix, des monnaies, mais pas plus que ça. Par exemple, dans les systèmes de recherche d'images par le contenu, ce qu'on appelle les CBIR ou Content-Based Image Retrieval, on doit pouvoir stocker les images avec leurs caractéristiques. Ça peut être des descripteurs d'images, ça peut être des descripteurs de forme, de couleur, de texture. On peut bien vouloir, ça dépend du système, on peut bien vouloir connaître dans chaque image les objets qui sont contenus dans cette image. Donc, pour ensuite pouvoir faire des opérations sur ces images et pouvoir faire des recherches avancées sur le contenu ou la sémantique. Un autre exemple, par exemple, les systèmes d'information géographique. Vous savez très bien que ce sont des systèmes qui stockent des éléments qui sont souvent chaînés, représentés par des graphes, pour définir par exemple des réseaux routiers. Donc cette interdépendance entre éléments peut extrêmement compliquer un schéma de relation. Comme on a vu dans le premier cours, on avait discuté des faiblesses du modèle relationnel. On avait vu que ce modèle avait une faible capacité de modélisation, comme les relations entre éléments, les relations comme les collections, les graphes, les hiérarchies. Un autre exemple, les systèmes, ou plutôt les logiciels de conception assistés par ordinateur. Les bases de données d'un tel logiciel emmagasinent des informations qui sont relatives à plusieurs domaines, à savoir la mécanique, l'électricité, l'électronique, ainsi que des éléments de construction, de génie civil, de composants électroniques, de construction d'avions, etc. Donc on peut soulever qu'une telle base de données comporte un grand nombre de types avec un nombre réduit d'instances, à l'opposé de la modélisation offerte par le relationnel, où généralement peu de tables sont, sont créées pour supporter des milliers de tuples. Ainsi, dans ce genre d'application, plutôt, on peut conclure que ce genre d'application demande à pouvoir créer des types de données qui sont complexes et diverses. D'accord? Et même interdépendants, parce que généralement, les composants peuvent être composés d'autres composants, eux-mêmes composés d'autres composants. Donc là, on souhaiterait pouvoir modéliser toutes ces relations-là. Même chose pour les systèmes de fabrication assistés par ordinateur. Donc là, c'est des applications qui doivent pouvoir afficher des informations concernant l'état d'un système. Ils sont amenés à contrôler des processus physiques et ces processus gèrent eux-mêmes d'autres processus. Donc c'est des systèmes qui doivent gérer des données de nature hiérarchique avec des associations complexes entre données
En même temps, elles doivent pouvoir naviguer entre ces données rapidement pour afficher des résultats en temps réel. Ce qu'on peut voir de tout cela, si on veut résumer tout ce qui a été dit jusque-là, on constate que ce genre d'application manipule des données de type complexe, données variées, de type varié, et bien sûr interdépendantes, où les relations peuvent être des relations de hiérarchie ou en réseau. Donc la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment pouvoir arriver à modéliser ces données et ensuite à interroger ces données. Donc, on a besoin d'un modèle de données qui soit plus riche et d'une représentation qui soit plus riche ou d'une conception qui soit plus proche du monde réel. Donc justement, les bases de données objets sont venues pour répondre à ce nouveau besoin que les bases de données relationnelles ont échoué. Justement, pourquoi? Parce que la technologie en objet peut être tout à fait comparée à la manière dont l'utilisateur perçoit le monde. Si je dis que la technologie objet est proche de la manière dont l'utilisateur perçoit le monde, donc je conclus que cette technologie permet de capturer plus de sémantique que le modèle relationnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des applications qui sont développées, ou bien la plupart des langages de programmation qui sont utilisés, ou bien les plus répandus, sont basés sur le paradigme objet. Donc ce qui est encore plus intéressant, c'est que les bases de données soient orientées objet. D'accord? Donc ce qui reste en fait, c'est de rendre les objets qui sont créés par ces applications persistants sur le disque. Voilà. Alors, les solutions qui ont été proposées jusqu'à ce jour, il existe deux propositions rivales de normes permettant l'intégration du paradigme de l'orienté objet dans les bases de données. La première solution est d'étendre le modèle relationnel, d'accord? On appellera ça les systèmes de gestion de bases de données relationnel objet ou bien SGBD objet relationnel. Donc l'idée de base, c'est de garder les systèmes de gestion de bases de données relationnelles et leur rajouter des constructions objets. On détaillera ça dans une autre partie de ce cours. La deuxième proposition, ce sont les langages de programmation persistants pour aboutir à un système de gestion de base de données objet pur, c'est-à-dire démarrer des langages de programmation orientés objets et rajouter des fonctions, généralement qui sont regroupées dans des bibliothèques, permettant à ce langage de programmation de rendre les objets persistants sur le disque. On va aboutir à des systèmes de gestion. Bien sûr, on aura aussi besoin d'un système de gestion de base de données à objets. Voilà les deux solutions qui sont proposées jusque-là et qu'on va étudier chacune dans une partie différente. Alors, on va discuter un peu du modèle à objet. En fait, le modèle de données à objet ont été créés pour modéliser directement les entités du monde réel avec un comportement et un état. Donc, toute entité du monde réel est considérée comme un objet. Et réciproquement, tout objet représente une entité du monde réel. Ceci offre une description des données permettant de capturer la sémantique objet qui est supportée en programmation orientée objet. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette représentation, ou bien plutôt cette modélisation, porte plus de sémantique que le modèle relationnel. Donc, le modèle relationnel, comme vous le savez, impose un certain ensemble de normalisation. Donc, la troisième forme normale impose de diviser, parfois, des relations qui appartiennent à des relations contenant les données liées à une entité en plusieurs relations. Ensuite, pour retrouver ces données, on doit passer par des jointures pour retrouver ces informations. D'accord? Donc là, qui dit troisième forme normale, c'est-à-dire on doit diviser des relations, donc on va perdre de la sémantique. C'est ce que je veux dire c'est ce qu'on veut dire quand on dit que les bases de données à objet, les
la modélisation en objet permet de capturer plus de sémantique, c'est-à-dire toutes les informations, plutôt toutes les données concernant une entité, d'accord, sont regroupées dans un seul objet au lieu de devoir diviser ces objets en plusieurs entités, plusieurs relations, et ensuite devoir encore les regrouper par des jointures comme on fait dans le modèle relationnel. Et bien sûr, qui dit jointure dit perte de performance parce que c'est une opération qui est assez coûteuse, d'accord? Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit plus haut, puisque la plupart des langages de programmation sont orientés objets, il est intéressant d'avoir des bases de données à objets au lieu de devoir réfléchir à faire cette transformation de nos objets du programme en table relationnelle, d'accord? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que si le programmeur, ou plutôt le développeur, il doit développer une application, hein, il y a de fortes chances qu'il fasse le choix de la développer avec un langage de programmation orienté objet, d'accord? Donc, il va faire sa conception, la conception de son problème sous forme d'objet, d'accord, en orienté objet. Ensuite, s'il doit utiliser une base de données relationnelle, il est obligé de transformer sa modélisation objet sous forme de table, d'accord? Ou bien sûr, de réfléchir à faire la modélisation de la base de données sous forme relationnelle. Et là, ça demande des efforts supplémentaires. Et des fois, un développeur qui maîtrise peut-être le développement en langage orienté objet n'est pas censé il peut être tout juste débutant dans les technologies ou plutôt les concepts liés aux bases de données. Ce n'est pas les mêmes compétences. Donc ça va lui demander des efforts supplémentaires, il peut commettre des erreurs, ou bien pour une entreprise, elle va devoir peut-être dépenser de l'argent pour recruter un nouveau DBA. D'accord? Donc il serait plus intéressant, si on utilise des langages de programmation objets, d'utiliser aussi des bases de données à objets. Voilà. Donc, pour pouvoir avancer dans ce cours, on va devoir présenter d'abord ou bien revoir les concepts essentiels de la modélisation orientée objet pour pouvoir comprendre la suite de ce cours. Donc, bien sûr, je pense que si vous avez fait de la programmation orientée objet, vous savez au moins qu'est-ce qu'un objet. Donc, un objet fait référence à une notion abstraite qui représente généralement une entité importante qui doit être modélisée par une application de base de données. Aussi, un objet doit refléter un état, d'accord? C'est la valeur de ses attributs, la valeur à un moment donné, et un comportement, c'est l'ensemble des opérations qui sont associées à cet objet. Donc, un objet est donc une instance d'une entité, d'accord? Tout objet possède une identité qui permet de le repérer. D'accord? On va expliquer dans la suite qu'est-ce que l'identité d'un objet. Alors, c'est quoi une classe? Une classe, en fait, définit essentiellement le type de l'objet, où chaque objet est considéré comme une instance de la classe. Alors, vous pouvez voir la classe comme l'analogue, comme un peu comme l'analogue de la table dans les bases de données relationnelles, bien qu'une table ne permette que de modéliser la structure des tuples qui la composent. D'accord? On connaît seulement les attributs. Il n'y a ni c'est-à-dire représentation, il n'y a ni définition de méthode, ni héritage, ni polymorphie, il n'y a rien du tout, d'accord? Il y a seulement la structure commune des tables qui la composent. Donc, on va voir dans la modélisation des bases de données à objets qu'on parle aussi de type abstrait. Les classes sont appelées type abstrait. Voilà. Donc, un autre concept, qu'est-ce qu'un objet complexe? Parce que pourquoi on crée des bases de données à objets? Parce qu'on s'intéresse aux objets complexes. Voilà. Chose qui n'est pas autorisée dans les bases de données relationnelles. Dans les bases de données relationnelles, la première forme normale nous oblige à utiliser que des objets atomiques. Voilà. Donc, un objet complexe, c'est un objet qui n'est pas caractérisé par une seule valeur.
comme le relationnel impose la première forme normale, alors que dans les bases de données objets, on peut utiliser des attributs multivalués, d'accord, ou bien imbriqués. Je donne un exemple. Une personne, un objet personne, est caractérisé par son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son adresse. Dans un contexte, on souhaiterait connaître des informations sur ses enfants, sur les métiers qu'il a exercés. Donc, si on doit représenter cette personne en relationnel, on va devoir diviser cette relation personne ou bien cette entité personne, d'accord? Une seule entité personne, on va devoir la diviser en plusieurs relations, d'accord? Ça peut être la relation personne, relation enfant, relation métier, relation... D'accord? Il peut y avoir plusieurs relations pour respecter la troisième forme normale, d'accord? Alors que dans la modélisation objet, un seul objet personne contenant toutes les données qui sont liées à cet objet-là seront, c'est-à-dire encapsulées dans cet objet-là. Ils peuvent être, ces données-là peuvent être multivaluées, peuvent être imbriquées, comme le cas par exemple adresse, enfant, l'ensemble de ses enfants avec leurs caractéristiques. Là, il y a une imbrication, les métiers qu'il a exercés, etc. Donc là, c'est tout l'intérêt de la modélisation objet, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de sémantique. On garde tout dans l'objet et bien sûr, on peut même faire des opérations sur ces objets-là. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Donc, l'identité d'objet, en fait, l'identité d'objet est un concept central dans la modélisation des bases de données objets. Alors, qu'est-ce que l'identité d'objet? C'est un identifiant interne, d'accord, de l'objet qui ne peut pas être changé. Dès sa création, le système de gestion de base de données va affecter à cet objet-là une identité qui est invariante. Elle reste bien sûr constante pendant toute la durée de vie de l'objet. Alors, l'OID ou l'Object ID est utilisé par la base de données pour identifier de manière unique l'objet dont les attributs peuvent changer, d'accord? Alors, si vous savez, dans le modèle relationnel, dans les systèmes de gestion de base de données relationnels, je ne peux pas modifier les attributs d'un tuple. Contrairement au système de gestion, aux bases de données objets, je peux modifier l'état d'un objet. D'accord? Je peux modifier son état, c'est-à-dire changer, changer les attributs, la valeur de ces attributs, mais contrairement à l'OID qui ne change pas. D'accord? Donc, l'identité d'un objet ne dépend pas de la valeur des propriétés. Les Object ID sont des références uniques où elles sont utiles pour construire des objets complexes. Justement, l'identité d'objet apporte une plus grande facilité pour la modélisation des objets complexes. En particulier, un objet, là c'est très intéressant, un objet peut référencer un autre objet. D'accord? Donc, je m'explique. Regardez cet exemple. Imaginons j'ai une base de données où je manipule des objets personnes, des objets voitures, des objets moteurs, par exemple. D'accord? Donc, dans mon problème-là, plutôt dans ma modélisation à dire, la personne, l'objet P1, personne 1, personne 2, dans leurs caractéristiques, nom, prénom, adresse, date de naissance, voiture, on souhaiterait connaître aussi, parmi ces caractéristiques, la voiture que conduit cette personne. Donc, si la personne P1 conduit la voiture V1, on a juste à donner dans les attributs ou bien dans voilà, les attributs de cet objet-là, la référence de la voiture V1. D'accord? On doit donner, c'est ce qu'on appelle là le partage référentiel d'un objet. Et bien sûr, P2 aussi va donner, parmi ses attributs, il y aura la voiture V1. D'accord? V1 elle-même, parmi ses caractéristiques, bon, une voiture peut avoir plusieurs caractéristiques, dans le moteur. D'accord? Vu que le moteur est un objet de la base de données Tana, donc il va référencer le moteur M1. Donc ici, ce qui est intéressant dans le principe de l'Object ID, c'est qu'on va faire des passages par pointeur, d'accord? Donc,
vu que c'est des pointeurs qui sont invariants, c'est-à-dire chaque objet qui va être créé dans la base de données Naya, il va avoir un OID qui est invariant, d'accord, durant toute la durée de vie de l'objet. Donc c'est le même principe que les pointeurs en mémoire, comme vous avez vu en programmation, par exemple en langage C ou là, le même principe que les pointeurs. Donc pour accéder à la voiture V1, d'accord, plutôt pardon, pour accéder aux caractéristiques de la voiture V1, je vais passer seulement par pointeur. C'est le même principe. Et bien sûr, là, je vais éviter les jointures. Alors, imaginons, pour bien comprendre le principe, imaginez que vous êtes, qu'on doit modéliser ça avec le modèle relationnel. Qu'est-ce qu'on aura? On aura, par exemple, une table personne avec tous les attributs. P1, ça sera un tuple. La personne 1, ça sera un tuple avec toutes ses caractéristiques. P2, un autre tuple de la table personne. Et bien sûr, il va y avoir un attribut clé étrangère qui va faire référence à la clé de la voiture V1 qui se trouve dans une autre table, par exemple voiture. Même chose pour moteur. Maintenant, pour connaître les caractéristiques, par exemple, de la voiture qui est conduite par la personne P1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois effectuer une jointure entre la table des personnes et la table des voitures. D'accord? Donc ça, la jointure, imaginez quand c'est des données qui sont très volumineuses, ça peut altérer les performances de la base de données. Alors que là, avec les pointeurs, j'accède par pointeur. Vu que je connais l'adresse de la voiture V1, elle a un OID qui est donné par le SGBD, j'accède directement par pointeur dans la mémoire. Donc si je veux, si je veux connaître quelles sont les caractéristiques de la voiture qui sont conduites par la personne P1, par exemple la couleur, le kilométrage, le modèle, etc., je vais accéder seulement par pointeur. Donc là, je gagne beaucoup plus de temps, d'accord, que le fait d'effectuer des jointures. Donc imaginez, ça c'est une seule relation, imaginez quand il y a une base de données où il y a énormément de dépendance ou de relations entre les objets, comme j'avais expliqué plus haut, donc ça devient très compliqué. Donc seulement le fait de faire des passages par pointeur nous fait gagner énormément de temps et offre plus de souplesse à nos applications. Voilà. Bien sûr, ce concept sera détaillé plus bas quand on va présenter les bases de données objets relationnels. Voilà. Un autre concept fondamental est l'encapsulation et le principe d'encapsulation dans la modélisation orientée objet. En fait, ce principe permet de cacher un groupe de données ou un groupe de procédures associées en ne laissant visible que l'interface composée des attributs et des opérations publiques de l'objet. Donc, ce qui est intéressant dans le principe d'encapsulation, c'est que la base de données peut évoluer sans que les programmes qui communiquent avec cette base de données soient altérés. D'accord? Donc, là, si l'encapsulation consiste à recueillir des données et des méthodes au sein d'une structure avec une interface afin de cacher l'implémentation de l'objet. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'encapsulation garantit l'intégrité des données de l'objet. Ainsi, l'implémentation d'une classe, attributs ou opérations de la classe peuvent changer, peuvent évoluer sans affecter l'interface que la classe fournit aux autres applications. Donc l'encapsulation permet une indépendance des programmes à l'implémentation des objets. D'accord? Pourquoi? Parce que l'utilisateur n'accède pas directement aux données. D'accord? Il communique seulement avec l'interface. L'interface, c'est l'ensemble des opérations publiques. D'accord? Donc c'est très intéressant car on peut masquer tout ce qui pourrait rendre les objets dépendants. D'accord? Ça, c'est un autre avantage de l'encapsulation. C'est en fait le principe du faible couplage entre objets. Voilà.
Voilà, donc grâce au principe d'encapsulation, on peut assurer l'extensibilité de notre base de données. Donc la propriété d'encapsulation dans un ODB, Object Database, le rend également extensible. Donc elle permet facilement l'évolution des systèmes, en particulier ceux qui sont grands et complexes. D'accord ? Donc l'extensibilité peut être introduite par extension du comportement, c'est-à-dire au niveau de l'objet, on va faire des modifications au niveau de l'objet, et de l'héritage en créant de nouvelles sous-classes. Voilà. Méthode, comme vous le connaissez déjà en programmation orientée objet, dans l'approche orientée objet, le comportement d'un objet est décrit par un ensemble d'opérations qui sont appelées méthodes. Une signature décrit le nom de la méthode ainsi que les noms et les types de ses paramètres. Donc une méthode est une implémentation particulière d'une signature de la méthode. Elles sont définies dans la classe d'objets et permettent de relier différents autres objets et de les manipuler. L'hiérarchie de type et l'héritage. Donc, les bases de données à objet ont l'avantage de supporter complètement les hiérarchies de classe et l'héritage. Donc, ce concept permet de modéliser en fait les relations éteintes. La relation éteinte entre objets, par exemple, un employé est une personne. Voilà. On parle ici de principe de généralisation et de spécialisation de classe. Héritage multiple, donc quand un objet hérite d'une seule classe, nous avons le cas de l'héritage simple, mais quand un objet hérite de deux ou plusieurs classes, il y a plusieurs héritages, donc on parle d'héritage multiple. Voilà. Alors, le polymorphisme, donc c'est la faculté pour une opération d'avoir différentes signatures avec un code spécifique attaché à chaque signature. C'est le principe de code unifié pour différents types de données, qui est une notion assez importante dans la programmation orientée objet. Donc, lors de la définition d'une hiérarchie de classe, on peut trouver une spécification d'une méthode existante dans une superclasse au niveau d'une sous-classe, avec une implémentation différente. Là, on parle de redéfinition. Par contre, quand on définit plusieurs codes pour une même méthode selon les types de paramètres, là, on parle de surcharge. Alors, les containers ou bien les collections, donc comme on avait discuté plus haut, certains attributs dans une base de données peuvent être multivalués. D'accord ? Par exemple, un livre peut avoir un objet livre, d'accord ? Si on souhaite modéliser un problème, un objet livre, dans ses caractéristiques, il y a forcément auteur, d'accord ? Il y a l'attribut auteur. L'auteur, c'est une valeur, c'est un attribut qui est multivalué, tout simplement parce qu'un livre peut avoir plusieurs auteurs. Même chose, un texte peut être composé de plusieurs paragraphes. Par exemple, en géométrie, si on veut modéliser une ligne en fait est composée de plusieurs points. D'accord ? Donc là, dans ce genre de cas, dans ce genre d'application, on souhaite regrouper plusieurs objets formant un seul attribut. D'accord ? Donc ici, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les collections. Les collections, en fait, les principales collections sont par exemple les ensembles, ce qu'on appelle les sets, qui permet de définir des collections non ordonnées, sans doublant, c'est les ensembles. Les sacs ou becs qui permettent de définir des collections non ordonnées avec doublants. Ce sont des ensembles, mais qui permettent les doublants. Les listes, ce sont des collections, ce sont des ensembles ordonnés, d'accord ? Toujours en permettant les doublants. Les tableaux, c'est la même chose que les listes, sauf qu'ils sont indexés, c'est-à-dire je peux accéder à une valeur donnée en connaissant sa position. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a d'autres types de collections, par exemple les piles, etc. Donc, bien sûr, les éléments d'une collection peuvent être des valeurs ou bien eux-mêmes des objets.
Voilà. Donc la notion de collection est souvent réalisée par ce qu'on appelle des classes paramétrées, d'accord? Ce qu'on appelle, vous pouvez trouver dans la biographie, ce qu'on appelle des classes génériques ou bien des patterns de classes. Alors, qu'est-ce qu'une classe paramétrée? Une classe paramétrée est donc une classe possédant un ou plusieurs paramètres, tout simplement. Par exemple, dans la plupart, dans la plupart des modèles à objets, les collections sont des classes d'objets génériques qui offrent des méthodes d'accès spécifiques. Par exemple, le parcours d'une liste ou d'un ensemble, etc. Et bien sûr, il est possible d'imbriquer les collections, c'est-à-dire d'avoir une collection qui appartient à une collection, etc. D'accord? Je donne l'exemple ici d'une classe paramétrée, par exemple un texte. Comment peut-on structurer un texte? Donc, un texte est un objet dont le contenu est une liste de paragraphes, lui-même est une liste de phrases, d'accord? Bien sûr, il a un thème ou un titre, ou ensuite une liste de phrases, ensuite une conclusion. Là, c'est un seul attribut, plutôt une seule valeur, et là, c'est une collection de phrases, d'accord? J'ai une liste de phrases. Chaque objet phrase, d'accord, lui-même peut être modélisé par un tableau de caractères. D'accord? Donc, c'est ce que je veux dire par une classe paramétrée. En fait, l'existence de collections imbriquées traduit le fait que certains objets sont inclus dans d'autres objets. Donc là, il s'agit de la représentation de la relation d'agrégation entre classes qu'on connaît dans la programmation orientée au objet. Donc là, vous pouvez me faire la remarque suivante. Vous pouvez me dire que bon, on a déjà utilisé des SGBD relationnels, on a déjà créé des textes. On peut stocker du texte dans une base de données relationnelle. Oui, effectivement, on peut stocker du texte dans une base de données relationnelle. Mais quelle est la différence ou bien quel est l'avantage de stocker le texte sous forme d'une classe paramétrée, plutôt selon une classe paramétrée, en l'implémentant sous forme de classe paramétrée, ou bien en le stockant dans une base de données relationnelle. Alors, si je stocke un texte dans une base de données relationnelle, en fait, il sera considéré comme un attribut. Un attribut qui sera, je vais saisir, en fait, il sera vu comme une suite de caractères. Voilà. C'est-à-dire que le système de gestion de base de données n'a aucune idée de la structure interne de ce texte-là, d'accord, plutôt de cet attribut-là. Donc, on ne pourra jamais manipuler ce texte-là ou bien faire des traitements ou des opérations sur ce texte-là pour la simple raison qu'on ne connaît pas la structure. Mais là, dans une base de données objet, vu que on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des classes paramétrées, on verra plus tard, on appellera ça des types abstraits, c'est-à-dire on va connaître la structure interne. Et bien sûr, si je définis des opérations sur ces structures-là, je pourrais manipuler, par exemple, je pourrais accéder au paragraphe, au deuxième paragraphe qui se trouve dans ce texte-là, par exemple. Ou bien faire des modifications au niveau du troisième paragraphe, etc., etc., selon les opérations, bien les méthodes que je définis sur ces attributs-là. D'accord? C'est ça l'avantage. Donc, la modélisation des bases de données sous forme d'objet offre beaucoup de souplesse par rapport au modèle relationnel. D'accord? Ceci, en fait, c'est la même chose, par exemple, pour les types d'objets club ou blob. C'est le même principe. Il y a des systèmes de gestion de bases de données relationnelles qui permettent d'insérer des objets, par exemple de type image ou autre, mais on ne permet pas le système de gestion de bases de données relationnelles ne nous permet pas de manipuler ces objets. D'accord? Pour la simple raison que le SGBD n'a aucune idée de comment est structuré cet objet-là. Il est stocké, c'est un fichier binaire et puis c'est tout. Voilà. On n'a pas des opérations, on ne connaît pas la structure de cet objet, donc on ne pourra pas le manipuler. Voilà. Alors, comme j'ai dit, le fait de pouvoir créer des collections,
c'est de pouvoir représenter, c'est suivre en fait la relation d'agrégation entre classes. Donc l'agrégation, c'est une association entre deux classes exprimant que les objets de la classe cible sont des composants, hein, sont des composants de ceux de la classe source. Donc, à partir de ce qu'on vient de voir jusque-là, on peut dire que les bases de données objets prennent tout leur sens lorsqu'il s'agit de modéliser des données très riches, complexes, avec de nombreuses variations. Par exemple, les documents multimédia, les données géographiques, la conception par ordinateur, etc. Donc, les bases de données à objets se basent sur le même concept fondamental de l'approche orientée objet, comme on vient de le voir. Ils font bien sûr la particularité des bases de données objets par rapport aux autres types de bases de données. Donc, à partir des concepts introduits ci-dessus, on peut, une base de données, bien sûr, une base de données à objet peut être décrite. Donc, la question qui se pose, comment décrire une base de données à objet? La première étape pour décrire une base de données à objet est la spécification, bien sûr, la spécification d'un schéma de classe composé de définitions de classe, chacune d'elles comportant des attributs, éventuellement organisés en collections, et des opérations. Ensuite, pour la définition complète d'une base de données à objet nécessite donc un langage de programmation afin de spécifier le code des programmes. Qu'est-ce qu'un système de gestion de base de données orienté objet? Alors, pour mériter le nom d'un système de gestion de base de données objet, un système doit d'abord supporter les fonctionnalités d'un système de gestion de base de données classique. D'accord? Donc, pour ce faire, il doit obligatoirement assurer ce qu'on appelle la persistance, d'accord? Bien sûr, en plus des caractéristiques qu'on connaît des systèmes de gestion de base de données, par exemple la sécurité, l'intégrité, le partage, la concurrence des données, la concurrence d'accès, pardon. Donc, nous, ce qui nous intéresse en plus dans la dans la création des bases de données objets, c'est comment rendre les objets créés dans les langages de programmation objets, orientés objets, comment les rendre persistants. Donc, qu'est-ce que je veux dire par persistance d'objet? Donc, tout objet doit pouvoir persister sur disque au-delà du programme qui le crée. D'accord? Donc, on sait que les objets sont créés par les applications en appelant des constructeurs, d'accord? Alors ces constructeurs permettent d'allouer ou de réserver un espace en mémoire et éventuellement initialiser l'objet et supprimer, ils sont ensuite supprimés en utilisant des destructeurs d'objets pour libérer la mémoire ou bien il y a des langages qui sont dotés de ramasse-miettes, par exemple Java ou Smalltalk ou autre. Donc tout ce qui se passe là se passe en mémoire centrale, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient après. Le problème qui se pose dans les systèmes de gestion de base de données objets est d'assurer la persistance de ces objets sur disque pour pouvoir les retrouver ultérieurement. Donc l'idée est de fournir une fonction, d'accord? C'est-à-dire ajouter au langage des programmations des fonctions qui vont permettre de faire persister un objet préalablement construit en mémoire. D'accord? À partir de là, le système de gestion de base de données objet va attribuer un OID, un identifiant d'objet, dans la base, d'accord? Dans la base de données, qui est bien sûr une adresse invariante sur 10. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, à partir de là, un objet persistant pourra ensuite être retrouvé à partir de son nom, puis monter en mémoire à partir de son identifiant objet, d'accord? Qui est une adresse invariante sur 10. Une fois l'objet monté en mémoire, on dira que cet objet est actif. Voilà. On pourra le désactiver ensuite. La désactivation de l'objet veut dire sa réécriture sur le disque et la libération de la mémoire. D'accord? Donc, on continue.
SGBD, système gestion de base de données objet. Donc, les systèmes de gestion de base de données ont été créés pour gérer des structures de données complexes en profitant de la puissance de modélisation des modèles objets et de la puissance de stockage des bases de données classiques. D'accord? Donc, on peut dire que dans la proposition qui a été donnée au départ sur les systèmes de gestion de bases de données objets, on souhaite que les bases de données aient les mêmes caractéristiques d'un système de gestion de bases de données classique, à savoir l'intégrité, assurer l'intégrité des données, la concurrence d'accès, la sécurité des données, la fiabilité du système, etc. etc. Et de l'autre côté, d'accord, la puissance de modélisation des modèles objets, c'est-à-dire c'est-à-dire proposer les mêmes caractéristiques que les langages de programmation objets. D'accord? Alors, on peut voir les systèmes de gestion de base de données objets comme un assemblage des deux caractéristiques. Des systèmes de gestion de base de données classiques, plus les caractéristiques des langages de programmation orientés objets, à savoir le support d'objets complexes, d'accord, l'identité d'objets, l'héritage, le polymorphisme, etc. Donc, ce type de SGBD a l'objectif souhaité et de pouvoir offrir au langage de programmation orienté objet des modalités de stockage. Là, on revient, base de données classique, par bien sûr stockage permanent et de partage entre plusieurs utilisateurs, offrir aux bases de données des types de données complexes et extensibles, permettre la représentation de structures complexes et ou à taille variable, c'est-à-dire doit pouvoir permettre le stockage de données parfois qui sont volumineuses, comme on a dit, par exemple des images ou bien des vidéos, etc. Donc là, on parle d'objets volumineux comme les blobs et les globes. On traitera ça dans un autre slide. Donc, fournir un ensemble de fonctionnalités orientées objets. Là, on parle de support d'objets atomiques et complexes, l'identité d'objets, qui est vraiment un concept très intéressant dans les bases de données à objets, l'héritage simple et aussi le polymorphisme. Voilà, donc on s'arrête là. On va continuer dans la suite, dans la présentation des bases de données objets relationnels. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, j'attends vos questions pour enrichir le contenu de ce cours et bien sûr vos remarques. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une autre vidéo, Inch'Allah.